on voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, est-ce que le gouvernement démocrate cache des choses aux citoyens américains concernant l'ouragan? Tu veux nous parler de ça? Oui, je voulais te parler de ça et du traitement de l'information en général aux États-Unis. Et je vais revenir précisément sur le contrôle de l'information, contrôle entre guillemets par le gouvernement, mais je suis tombé sur une entrevue de Bill Adair en compagnie de Jon Stewart lundi soir. Et M. Adair, c'est celui qui est derrière un site qui est très fréquenté par les analystes, les chroniqueurs, les gens des médias en général. C'est un site qui s'appelle PolitiFact. Et je le trouve particulièrement intéressant parce qu'on vit, on le sait, dans une ère de désinformation. Et Adair, c'était bien avant l'entrée en scène de Donald Trump. La campagne 2008, on se rappellera que c'est Mitt Romney contre Barack Obama. Et il décide, lui, d'y aller en disant, écoutez, pour suivre la campagne, on va avoir ce site qui s'appelle PolitiFact, donc les vérifications de faits. Voici ce qu'ont dit les deux candidats. Voici à quel point c'est vrai ou à quel point c'est cité hors contexte, des compléments d'information. Et c'est un travail journalistique très, très rigoureux. Et j'ai bien aimé son entrevue parce qu'il dit le mensonge, puis on va passer par Donald Trump et les républicains, mais il dit le mensonge, ça prend différentes formes en politique et aujourd'hui, on croule littéralement sous l'information. Donc, il y avait une réflexion sur que va-t-on faire avec PolitiFact dans l'avenir? Parce qu'il dit, faire ça en temps réel, c'est une chose, mais ensuite, s'assurer que la bonne information ou au moins que la désinformation soit contredite en temps réel, est-ce qu'on pourrait pas utiliser l'intelligence artificielle pour disperser, entre guillemets, c'est le cas de le dire, c'est un très mauvais jeu de mots, la bonne nouvelle. Donc, alors, il en est venu à ça, puis il disait, les politiciens le font régulièrement. On a coincé les démocrates, on a coincé Mme Harris, on a coincé Tim Walz. Il dit, bien sûr, et ça, c'est quelque chose que je m'évertue à faire depuis des années, on peut pas mettre tout le monde sur un pied d'égalité aux États-Unis, ni dans les médias, ni dans les deux partis politiques. On peut avoir des orientations politiques, mais clairement, Donald Trump et le Parti républicain mentent plus souvent qu'à n'importe quel moment dans l'histoire. C'est un fait. Et ils ont un réseau de propagande. On oublie les centaines de millions de dollars qui ont été versés par Fox News, dont le modèle d'affaires repose littéralement sur le mensonge. Et là, il en est venu à quelque chose de plus général que ça. Puis il dit, écoutez, on doit tenir tout le monde finalement en garde, hein, puis on doit s'assurer que l'information, même bien intentionnée, on fournit la bonne information. Et je te fais écouter l'extrait, puis je reviens là-dessus. Quand il s'exprime au sujet du gouvernement, puis au sujet des ouragans de Milton, dont on vient de parler, je nous fais entendre le petit extrait de l'émission de lundi, puis j'y reviens tout de suite après. OK, on écoute ça. I think they should just tell us what they know and what they don't know. And often it takes courage for people and entities to say, we're not sure. And a classic example this week is the hurricane. Like for the National Hurricane Center to say, well, here's where we think it's going to go. But, we're not positive. That's always been built into hurricane predictions. And I think that same uncertainty should be reflected in other things the government does. Mais ça, c'est très intéressant. Les gens veulent des réponses. Ils veulent des réponses et donc, ils se sentent obligés d'en donner. Mais tu sais, des fois, c'est dire, on le sait pas. On pense que, peut-être que, mais savez-vous quoi? On le sait pas. Les politiciens n'aiment pas ça dire ça. En 2024, on sait qu'il y a de la récupération politique, qu'il y a des nouvelles moins populaires ou plus populaires. On sait qu'on peut aller chercher de l'électorat avec ça. Mais Adair, c'est lui le fondateur qu'on voyait et qu'on entendait, le fondateur de PolitiFact. Ce qu'il disait, c'est, parce qu'il avait parlé, on a mentionné la COVID aussi, puis on a dit des solutions toutes faites pour la COVID ou prédire quelle force va avoir un ouragan quand il va toucher Terre ou encore quelle région exactement, puis avec quelle... On peut pas prédire ça. Le message simple, et c'est moi qui le résume comme ça, c'est ne prenez pas les électeurs pour des cons. Si vous leur donnez des demi-vérités ou qu'il y a des informations que vous retenez, aujourd'hui, on le sait, les gens vont se ruer en ligne pour aller chercher l'information. Il y a des choses qu'on ne peut pas prédire. Et quand le gouvernement n'a pas les informations, quand il ne peut pas certifier ou garantir quelque chose, dites-le, soyez transparent. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est pas du mensonge, entre guillemets, mal intentionné.
c'est un excès de prudence parfois, ou encore c'est le calcul politique, les retombées. Est-ce qu'on aurait continué au plus fort de la COVID à faire confiance à M. Legault s'il avait dit, il nous avait dit, rappelle-toi que ça inquiétait les gens, on construit l'avion en plein vol, finalement. Ça avait été l'allégorie ou la comparaison là, en début de COVID. À un moment donné, je pense que c'est bon de le dire. Mais, cacher des informations, t'as tout le temps l'air de vouloir cacher des choses aux gens, de vouloir les manipuler. Puis ces informations-là, quelqu'un va les trouver à un moment donné et va les dévoiler. C'est mieux de le dire. Je l'écoutais lundi, puis j'ai toujours gardé ça en tête. Une entrevue qu'avait accordée Bernard Landry. Donc, forcément, il y a un certain temps déjà. Mais M. Landry, on lui avait posé la question, avez-vous déjà menti aux électeurs? Puis il avait dit, j'ai pas menti, mais je ne leur ai pas tout dit. Mais c'est justement un des problèmes qu'on a souvent avec nos dirigeants. Et je t'ai souvent expliqué, la colère qu'on place finalement, que Donald Trump a su récupérer, elle est souvent très légitime. Et une des choses, moi, comme électeur ou comme analyste, que j'aime pas, c'est le facteur, désolé pour l'expression, le facteur bullshit. Le facteur, on me raconte n'importe quoi ou on me mène en bateau. Dites, soyez le plus transparent possible, puis donnez les limites de l'information dont vous disposez. Ne prenons pas, grosso modo, les électeurs pour des cons. Essaie de dire ça à ta blonde, toi. Je t'ai pas menti, chérie, mais il y a des affaires que je te disais pas. Pense pas que ça marche. Parle pas trop. Dis pas ça tout fort, je suis à la maison. Luc, rapidement, les démocrates sont en voie de perdre le Sénat. C'est gros, ça. Ouais. Ça, c'est majeur. C'est un sujet qu'on avait abordé, mais j'avais limité à l'époque mon intervention à un seul État qui était le Montana. C'est un siège que les démocrates ne peuvent pas se permettre de perdre parce qu'on le sait, elle est très, très courte, la majorité au Sénat. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Kamala Harris, comme vice-présidente, c'est elle qui tranche en cas d'égalité au Sénat et elle a eu à le faire depuis le début du mandat de Joe Biden. Donc, ça tient vraiment, là, c'est la plus ténue des marges ou à peu près dont on puisse bénéficier au Sénat. Et là, il y a des sièges qui sont littéralement en jeu. On parle du Texas, on parle de la Floride et on parle de l'Ohio. Donc, Kamala Harris, qui est déjà un peu inquiète de sa performance dans les États pivots, on a l'impression que ça va bien au plan national, mais dans les États pivots, c'est au coude à coude. On trouve que ça stagne dans son équipe et on a peur, finalement, de ce à quoi on pourrait assister. Imaginons que Kamala Harris survive à cette élection, dans le sens, elle va devenir la première femme à la tête des États-Unis. Les pronostics pour la Chambre des représentants, c'est que le contrôle va demeurer entre les mains des républicains. Elle pourrait donc se retrouver avec une majorité républicaine au Sénat. À quoi bon avoir un président ou une présidente démocrate si on doit se présenter pieds et poings liés au Congrès pour chaque projet pendant au moins 2 ans, parce qu'on ne retournera pas changer les sénateurs ou les représentants avant 2026, qu'on appelle les élections de mi-mandat. Donc, c'est à surveiller, ça aussi. Le soir de l'élection, je sais que tout le monde va surveiller Harris-Trump. Mais ne perdez pas de vue des résultats. On a déjà eu des surprises à la Chambre des représentants, en 2022, entre autres. Et au Sénat, moi, c'est l'autre chose que je surveille. À part Harris-Trump, c'est qui va avoir le contrôle du Sénat. Ça prend pas grand-chose. 2 ou 3 sièges qui basculent et c'est toute l'histoire ou toute la marge de manœuvre de Donald Trump s'il est réélu ou de Kamala Harris si elle est élue, qui peut être influente. Mais c'est ça, c'est elle qui conduit peut-être l'automobile, mais si elle a 4 sabots de Denver après chaque roue, elle ira pas loin. Merci beaucoup. Merci Luc, à demain. Salut. Ben, Richard, à demain. Bye.